Thank you very much, Dr. Pashudri, for this accurate presentation, keynote speech, and the proposed measure and solution. I hope we'll have the opportunity to present to the audience the mentioned video. Le syndicat des énergies renouvelables a réuni aujourd'hui plus de 40 spécialistes de l'énergie en général et des renouvelables en particulier. Devant vous, ils vont témoigner, débattre, proposer des solutions, des grands groupes, certes, mais aussi, vous l'avez vu sans doute sur le programme, des ETI, des PME, peu connues pour certaines, qui viendront donner leur point de vue, leur retour d'expérience et débattre avec les majors. 4 tables rondes, ce matin une consacrée aux enjeux climatiques, suivie par une table ronde sur le développement des énergies renouvelables dans le monde. Cet après-midi, une sur l'Europe et la 4e et dernière, focus sur la France et les moyens qu'elle se donne. Pour animer les 2 premières tables rondes de ce matin, je vais demander à Éric Orsena, écrivain, membre de l'Académie française, de bien vouloir monter sur scène. Et je vais demander aux intervenants de cette première table ronde. Donc Christian Masset, il est secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Il représente ici aujourd'hui Laurent Fabius, qui est retenu à Londres, mais qui a quand même tenu à nous adresser un message que l'on présentera tout à l'heure, un message vidéo enregistré spécialement pour l'événement qu'on présentera entre les 2 tables rondes. Jean Jouzel, il est directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, un laboratoire commun CEA-CNRS, climatologue, glaciologue, membre du GIEC. Monique Barbu, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Elle est présidente directrice générale du FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, depuis 2006. Christian de Pertuis, président du conseil scientifique de la chaire économie du climat à l'université de Paris-Dauphine. Bertrand Piccard, aéronaute suisse, concepteur et pilote de Solar Impulse, médecin de formation, connu pour avoir réussi en 1999 le premier tour du monde en ballon avec le pilote britannique Brian Jones à bord du célèbre Breaking Orbiter 3. Et puis Isabelle Autissier, navigatrice, écrivain, ingénieur agronome spécialisée en héliotique, première femme à faire un tour du monde en course en solitaire, également présidente du WWF. Éric Orsena, je vous laisse la parole pour animer cette première table ronde. Oui, merci beaucoup. C'est évidemment un honneur et une responsabilité d'animer cette première table ronde. Je connais beaucoup de gens qui participent et d'autres, je connais leur œuvre. Alors, je vais poser d'abord la première question à mon voisin de droite, Christian Masset, qui est diplomate, qui a été en poste dans de nombreux pays, dont le Japon, et qui maintenant est secrétaire général du Quai d'Orsay, du ministère français des Affaires étrangères. Et je vais lui demander, au fond, où en est-on des négociations ? Donc ça va être un premier point. Et après, on va revenir à la question climatique, parce que pendant les négociations, le réchauffement continue. Donc je demanderai à chacun des autres intervenants de nous donner aussi des nouvelles de la planète, de la Terre, de la mer et du ciel et du carbone. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire, et le tout évidemment en 1h15, puisque le développement durable est minuté ce matin. Voilà. Donc, cher monsieur le secrétaire général, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur l'académicien, cher Éric. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Louis Ball et le syndicat des énergies renouvelables à nouveau pour ce rendez-vous qu'il a qualifié d'incontournable, et c'est bien le cas, et plus que jamais, nous en avons bien conscience aujourd'hui, dans une année qui, pour l'avenir de notre planète, revêt une importance toute particulière. Je voudrais vous adresser le bonjour, le salut de Laurent Fabius, qui en fait actuellement est encore à Minsk pour ces négociations, pour retrouver le chemin de la paix en Ukraine et qui se poursuivent. Vous savez combien Laurent Fabius est investi dans sa mission de négociateur en chef pour le climat en vue de la conférence de Paris Climat 2015, et il aurait véritablement beaucoup aimé être parmi vous. Nous avons eu une présentation
extrêmement éloquente du président Pachauri, extrêmement éloquente comme toujours, et qui nous donne bien le sens de l'enjeu, c'est-à-dire que le climato-scepticisme n'est pas une option, que le coût de l'inaction est absolument inacceptable. Et ceci fait que nous avons, nous, présidence française de ces négociations climat, le sens des responsabilités. La conférence du Bourget, c'est aussi un défi logistique. C'est la plus grande conférence diplomatique que la France aura jamais accueillie sur son sol. 20 000 délégués, 20 000 représentants des entreprises, de la société civile des régions et 3 000 journalistes. Ce sens des responsabilités, c'est le président de la République qui est totalement investi avec ses équipes. Le Premier ministre aussi, vous l'avez entendu. Laurent Fabius, évidemment, en tant que négociateur en chef, et vous l'avez tous, je crois, à un moment ou un autre rencontré dans différents endroits dans le monde, et également Ségolène Royal, la ministre en charge de l'écologie, et notamment qui est en charge de ce dossier de la transition énergétique en France. Nous avons le sens des responsabilités, mais aussi le sens de la difficulté, des difficultés. Il y a des éléments qui sont positifs. Tout d'abord, très important, c'est le fait que nous soyons parvenus à de très bons résultats à la COP20 à Lima. C'est une très bonne base de travail, avec notamment la définition de la présentation du contenu des contributions nationales qui devront être faites par les différents pays pour montrant leur engagement pour Paris Climat 2015 et donc la période qui va s'ouvrir. Et puis également un avant-projet d'accord qui contient énormément de crochets, mais qui constitue une fois de plus un élément très positif. Autre élément positif, ce sont un certain nombre d'annonces qui ont eu lieu ces derniers mois. Les annonces des États-Unis et de la Chine, mais également de l'Union européenne, avec cet objectif de moins 40% d'ici 2030. Mais il y a d'immenses difficultés, parce que on doit mettre d'accord 195 pays. Et tous ceux qui ont vécu la conférence de Copenhague comme moi, donc savent ce que cette difficulté signifie. Il y a également le fait que, bien sûr, c'est un enjeu de transformation, et le président Pachauri l'a bien rappelé, c'est un enjeu de transformation énorme, parce qu'il s'agit tout simplement de mettre le monde sur le chemin d'une économie décarbonée. Et ceci suppose donc un engagement considérable de tous, et puis aussi que l'esprit collectif de responsabilité soit renforcé. Et donc, la présidence française voudra, durant toute cette année, montrer à la fois la transparence, également l'impartialité, c'est absolument essentiel, mais aussi, bien sûr, l'ambition, parce que nous n'arriverons pas à respecter la limite des 2 degrés si nous n'avons pas d'ambition. Mais compte tenu des difficultés, donc nous serons une présidence, et nous sommes déjà une présidence à l'écoute, qui veut un accord réalisé par tous, mais pour tous, c'est-à-dire que chaque voix sera entendue et que, naturellement, nous serons très attentifs aux co-bénéfices, et c'est la raison pour laquelle, justement, ce colloque annuel sur les énergies renouvelables, qui sont au centre des co-bénéfices, est si important. Alors, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais dire quelques mots sur nos objectifs pour la conférence du Bourget. Parce que à Lima, on a bien vu quelles étaient les attentes de la COP 21. Première attente, c'est celle d'un accord contraignant.
un accord contraignant qui couvre tous les secteurs, l'atténuation, on en a parlé, l'adaptation et tous les moyens de mise en œuvre, qu'il s'agisse des finances et des technologies. Alors, il y a toute une série de sujets très importants pour traiter chacun de ces volets, qui sont la différenciation. Vous savez que c'est un enjeu toujours fondamental de ces négociations, les règles qui seront appliquées, la nature juridique, les financements. Sur tous ces points, donc, il y a des éléments dans cet avant-projet, mais il ne constitue pas un projet d'accord. Et actuellement, donc, il y a des travaux qui ont commencé à Genève, il y a la semaine dernière, et qui permettront de parvenir à un projet d'accord au mois de mai, et ensuite, donc, la négociation se poursuivra jusqu'au Bourget. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est un enjeu très important dans les 2 mois qui viennent, c'est celui des contributions nationales. Ce qui est très important, c'est que ces contributions nationales, qui concernent donc l'atténuation, mais aussi qui peuvent concerner aussi les efforts d'adaptation, ces contributions concernent tous les pays. Tous les pays. Et elles sont attendues d'ici la fin de ce trimestre. C'est là que nous verrons l'ambition, le degré d'engagement des uns et des autres. À partir de ces contributions, il y aura un travail d'agrégation, de mise en forme, pour comprendre ce que ces contributions veulent dire d'une façon globale et pour voir si elles respectent effectivement les objectifs et l'ambition que nous nous fixons. Ceci interviendra en octobre, ce qui veut dire que pour Paris, nous aurons tous ces éléments sur la table et on pourra en discuter pour savoir comment on atteint donc ces objectifs. Le troisième élément, ce sont les finances. Ça a toujours été un élément fondamental du paquet. Vous savez qu'à Copenhague, on avait fixé l'objectif de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Il s'agit de moyens publics et de moyens privés. Une étape très importante a été franchie ces derniers mois avec la création du Fonds vert, qui sera un peu la structure faîtière de ce paquet financier. Et ce fonds vert a été ouvert pour contribution et nous sommes déjà parvenus à plus de 10 milliards de dollars de contribution. Attention, les 100 milliards, ce n'est pas le fonds vert. Le fonds vert, c'est un élément des 100 milliards. N'est-ce pas ? Ça, c'est très important. C'est très important. Et donc, nous avons déjà 10 milliards de contributions, dont 1 milliard qui a été fourni par la France. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le fait que toutes les banques multilatérales de développement, toutes les agences de développement doivent verdir en quelque sorte leur portefeuille et apporter leur contribution. C'est ce que fait par exemple l'Agence française de développement qui a déjà 50% de ces engagements qui sont en faveur du climat. Et puis également, il y a tout le secteur privé, avec notamment un enjeu très important, qui est le fait de prendre en compte le risque climatique par les institutions financières, par les acteurs privés, de façon à accroître l'effet de levier du fonds vert et à faire en sorte qu'il y ait plus de flux donc, qui se dirigent vers... Ensuite, donc, le dernier point, et c'est celui qui nous concerne, c'est plus particulièrement, même si naturellement cette conférence couvre tous les aspects, ce colloque, pardon, c'est celui de l'agenda des solutions, parce qu'il faut des initiatives, il faut des technologies, et donc les entreprises, la société civile, les villes, les secteurs, les fédérations, tout cela doit toutes ces forces vives
donc doivent se mobiliser pour présenter des solutions à Paris, pour montrer qu'il y a des co-bénéfices et pour montrer déjà justement quel sera le chemin vers une économie bas carbone. Et donc il faudra venir avec des initiatives concrètes et mesurables. Et il y aura d'ailleurs au Bourget un pavillon spécial qui s'appellera la Galerie des innovations, la Galerie des solutions, dans lequel les entreprises, les régions, la société pourront montrer justement, les villes pourront montrer leurs initiatives. Donc ça, c'est donc j'appelle les uns et les autres donc à se mobiliser justement pour apporter ces solutions. Et c'est quelque chose donc, que nous menons avec le Pérou, avec le secrétariat général des Nations Unies et le secrétariat général de la conférence. Mais vous l'aviez bien compris, donc le succès du Paris Climat 2015 dépend du travail collectif, du travail d'équipe. Et vous faites tous partie ici de cette équipe, et donc nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Merci Christian. Vous vous rendez compte de l'importance, évidemment, de cette conférence, de la difficulté, de la taille et du nombre de tous les agents, puisque nous sommes tous les agents de ce grand rendez-vous de la planète quand même. Et ce que nous avions dit, c'est qu'il s'agit vraiment de croissance, mais d'un nouveau modèle de croissance. Ce n'est pas une négociation sur un point particulier, c'est vraiment une sorte de dynamique nouvelle à donner à notre planète. Donc on se rend compte à quel point c'est compliqué. Alors maintenant, merci encore. Je voudrais poser au fond à peu près la même question à Jean Jouzel et à Monique Barbu, parce qu'à la suite de l'intervention, comme toujours lumineuse, du président Pachori, que je salue une nouvelle fois, je voudrais qu'on entre un peu dans les détails, dans les régions qui nous sont plus proches, comme la France et l'Europe, et aussi sur des conséquences très concrètes. C'est-à-dire, pour Jean Jouzel, au fond, tous ces travaux du GIEC, en quoi ils aboutissent à déjà des mesures concrètes de l'évolution du réchauffement chez nous. Et à Monique, je poserai la question, au fond, qu'est-ce qu'il en est sur la désertification? Qu'est-ce qu'il en est sur l'agriculture? Qu'est-ce qu'il en est sur les mouvements de population? Le président Pachori en a déjà parlé, mais je voudrais qu'on entre vraiment dans le concret pour voir quel est l'enjeu, au fond, de ce qui se passe avec cette évolution du climat. Cher Jean, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci Eric. Oui, merci au président Pachori d'avoir dit quelques mots sur le réchauffement climatique, mais d'avoir insisté sur la place de l'océan. Parce que qu'est-ce qui se passe sous nos yeux? Eh bien, l'augmentation de l'effet de serre se traduit par un supplément de chaleur dans le système climatique, dont effectivement 93% vont dans l'océan, 1% dans l'atmosphère, 3% dans les glaces, sont utilisés par les glaces, et 3% par les surfaces continentales. Donc je crois que c'est tout à fait justifié, quand on parle de réchauffement, de mettre en avant ce qui se passe dans l'océan. Ceci étant, il est intéressant de regarder aussi l'atmosphère, parce que c'est là où nous vivons, et là, disons, pour l'ensemble d'ailleurs, le diagnostic du GIEC est clair, le réchauffement est sans équivoque et sans précédent. Alors, il est sans équivoque dans l'atmosphère. Chacune des dernières décennies a été plus chaude que les précédentes. Sans précédent, les 30 dernières années ont été les plus chaudes qu'on ait connues depuis un millénaire, en tout cas dans l'hémisphère nord, là où on a des données. Donc nous sommes dans un réchauffement inédit à l'échelle du dernier millénaire. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de regarder l'océan? Eh bien, parce que le réchauffement continu, le meilleur indicateur du réchauffement, c'est pour le moment l'élévation du niveau de la mer, qui traduit trois phénomènes: fonte des glaciers tempérés, alors dans nos régions, dans l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses. Depuis une vingtaine d'années, contribution des calottes glaciaires, le Groenland, l'Antarctique de l'Ouest, et le fait que l'océan se réchauffe, non seulement se réchauffe, mais se dilate. Donc dans ces 3 mm par an
d'élévation du niveau de la mer, vous avez un ensemble d'indicateurs qui tous témoignent du réchauffement climatique. Et si je donne un seul chiffre, ce sont finalement disons, cette élévation moyenne, parce qu'il peut aussi y avoir des variations année après année du niveau marin. Alors, Eric, si on veut répondre à votre question, eh bien, il y a aussi d'autres choses. Ça apparaît dans le groupe 2 du rapport du GIEC. Si on n'est pas convaincu, il suffit de regarder autour de soi. C'est-à-dire que la nature réagit de façon tout à fait... Enfin, notre environnement naturel réagit de toute façon, disons vraiment, dont on s'attend en cas de réchauffement climatique. Chez nous, la fonte des glaciers, donc diminution de la saison d'enneigement en moyenne. La mer s'élève aussi autour de la France. On a, par exemple, en France, Patchory a rappelé le problème des rendements agricoles. Le rendement du blé en France augmentait régulièrement depuis une cinquantaine d'années, décennie après décennie. Depuis 10 ans, il stagne. Et la stagnation du rendement du blé est attribuée par nos collègues de l'INRA au phénomène climatique. Donc déjà, on ressent d'une certaine façon en France ces phénomènes. On se pose des questions. Je suis breton, nous sommes ouverts vers la mer. Est-ce que des hivers avec beaucoup de précipitations sur la façade atlantique se reproduiront? C'est très probable. C'est très probable, avec des inondations à répétition. Et pour terminer, je dirais que, effectivement, j'ai eu le plaisir de coordonner avec mes collègues de l'Institut Pierre-Simon Laplace, je dis quand même que c'est Hervé Le Truc, le directeur maintenant, et de Météo France, un rapport sur l'état de la France à horizon disons, du XXIe siècle. Et c'est clair que tout cela est bien mis en évidence. C'est aussi mis en évidence que eh bien, ce réchauffement de 4-5 degrés à la fin du siècle, c'est ça qu'un point, si rien n'est fait, se poursuivra bien au-delà. Donc, je dirais que le réchauffement, si on regarde aujourd'hui, est bien présent et que ses conséquences, bien sûr, deviendront de plus en plus visibles, surtout si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Juste un petit point, je suis les questions agricoles et ça fera la transition avec l'intervention de Monique. Je suis très, très précisément l'évolution du climat dans une particularité de l'agriculture qui est la viticulture. Parce que la viticulture, c'est des micro-surfaces, des micro-situations et une agriculture de précision. Et ce que je vois partout, parce que je suis membre aussi de l'Académie du vin de France, et je suis l'évolution des pratiques culturales, et qu'on est en train de penser à changer de cépage. Et ceux qui s'intéressent à ces questions sauront que les cépages, par exemple, de la vallée du Rhône, le Syrah, la Syrah, est en train de se développer un peu partout. J'ai rien contre la Syrah, j'adore la côte rôtie, mais s'il n'y a que des côtes rôties, que des Syrahs en France, c'est un peu général. Ce n'est pas évidemment la conséquence la plus grave, mais c'est un marqueur. Je passe la parole à Monique. Merci beaucoup à tous. Et, je voudrais, qui me concerne, parler d'un sujet qui est rarement abordé dans ces discussions et qui est pourtant essentiel. Aujourd'hui, il y a 167 pays sur les 195 que compte la communauté internationale qui se sont déclarés affectés par les questions de dégradation des terres et de désertification. D'ici 2030, on pense qu'il y aura 135 millions de réfugiés climatiques venant des zones arides. C'est une donnée du ministère de la Défense britannique. Mais pire encore, il y aura 500 millions de petits paysans dans les pays en développement qui vivent sur des surfaces qui sont autour de 1 hectare de production, qui vont se retrouver à la rue, avec tous les risques d'insécurité et de violence qui y sont associés. Par exemple, Al Gore aime beaucoup, lorsqu'il fait ses présentations sur le changement climatique, parler de la question de la Syrie. Parce que qu'est-ce qu'il s'est passé en Syrie? En Syrie,
entre 2006 et 2010, il y a eu les 4 années les pires que ce pays ait connues en matière de sécheresse. Cela a mis dans la rue 1 million de petits fermiers. Ce million de personnes qui s'est retrouvé à la rue a colludé avec 1 million de réfugiés irakiens. Eh bien, 2 millions de personnes sans espoir dans n'importe quelle rue du monde créeraient certainement des problèmes. Et donc, je voudrais vraiment attirer l'attention là-dessus. Mais en même temps, je voulais dire aussi que la question des terres, c'est une question qui est aussi une grande partie de la solution. Et je voudrais prendre quelques minutes pour expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'hectares de terres dégradées à travers la planète. Dans le même temps, chaque année, pour pouvoir nourrir les 9,6 milliards d'individus que nous serons en 2050, il faut mettre en exploitation 4 millions d'hectares de terres nouvelles. Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous prenons ces 4 millions d'hectares sur les forêts, sur les zones humides. Alors que de l'autre côté, si nous réhabilitions 500 millions d'hectares de terres dégradées, à un coût moyen qui est de l'ordre de $100 l'hectare, vous pourrez assumer ainsi la sécurité alimentaire dont on a besoin d'ici cet horizon de 2050. Mais surtout, vous aurez séquestré 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, aujourd'hui, par les questions, si vous voulez, de terre, vous pouvez acheter le temps qui va être nécessaire à toute transition énergétique. Parce que même si à Paris, nous arrivons au meilleur accord du monde, eh bien, la transition énergétique prendra plus de 30 ans à se mettre en œuvre. Et donc, si on veut acheter ce temps et maintenir des températures avec des croissances inférieures aux 2 degrés dont nous parlons aujourd'hui, il n'y a que par la séquestration de carbone. Finalement, et je voulais attirer l'attention des négociateurs de Paris, c'est une question essentielle parce que sinon, vous aurez beaucoup de pays qui, à Paris, au moment de la conférence des parties, se retrouveront avec rien dans l'accord. Parce qu'il y a à peu près 70 pays sur cette planète qui n'ont ni énergie ni forêt. Et donc, s'ils n'ont ni énergie ni forêt, qu'est-ce qu'il y a pour eux dans l'accord de Paris 2015 ? Merci, c'est absolument clé ce que vous venez de dire. Ma petite expérience personnelle de rareté sur la question des terres, c'est absolument clé. Et ce que nous a dit Christian au départ, c'est que c'est un accord planétaire de 195 pays. Et si c'est toujours les mêmes qui repartent sans rien, on n'aura pas rempli notre mission, même si les 10 pays les plus puissants ont annoncé des vrais engagements chiffrés. Donc je pense que c'est excellent que vous rappeliez cette question. Alors maintenant, après avoir parlé rapidement de la terre, mais vous reviendrez sur ces questions parce que ces questions sont clés et qu'il y a notamment des terres dégradées, mais il y a des terres qui sont envahies par l'eau de mer, envahies par le sel. Je reviens du Bangladesh où je vais chaque année maintenant depuis 5 ans parce que je trouve que c'est un des endroits les plus fragiles de la planète et où des tas de leçons nous sont données, de résilience, mais aussi de dévastation, et notamment dans les questions de pollution. Et je parle, puisque ça fait partie de ce grand continent indien, et la dernière pollution dans les bancs d'Argan, c'est absolument terrifiant. Je voudrais passer la parole à ma petite sœur, qui est en même temps mon capitaine, c'est-à-dire Isabelle Autissier. Oui, merci Eric, bonjour à tous. Je représente ici le WWF France, organisation qui s'occupe de biodiversité et qui ne s'est jamais autant occupée de climat, puisque nous avons évidemment fait l'analyse que
La première menace sur la biodiversité aujourd'hui, c'est bien le climat. Et nous sommes évidemment extrêmement mobilisés sur la conférence de la fin de cette année. Pourquoi ? Parce que c'est la stabilité du climat qui a permis aux espèces, dont l'espèce humaine, de tisser au fond l'ensemble de ces liens internes, des liens interspécifiques qui permettent aux espèces de vivre les unes sur les autres et de vivre des unes grâce aux autres. C'est la stabilité du climat qui a permis aux espèces de développer des modes de reproduction, des modes de vie, des lieux de vie stables. Et qu'on l'a toujours vu dans l'analyse de la vie des espèces sur la planète, à chaque fois qu'il y a eu des modifications trop rapides, eh bien, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter et à ce moment-là, elles disparaissent et on a connu un certain nombre de grandes extinctions de la biodiversité sur cette Terre et on nous dit qu'on entrerait dans la prochaine, dans la 6e grande extinction de biodiversité, ce qui évidemment est pour nous une préoccupation très grave. Je voudrais, Eric, si tu le permets, m'attarder un tout petit peu, puisque moi j'ai eu la chance de voyager en compagnie d'un immortel. Nous avons, depuis 2 ans, beaucoup arpenté les terres du Grand Nord, en particulier côté sibérien et Alaska, pour s'intéresser à ce qu'est aujourd'hui l'Arctique et à ce que va devenir l'Arctique. Et c'est vrai que de toucher du doigt, d'aller parler avec les gens, d'aller voir ce qui se passe concrètement, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. On a beau avoir des rapports et des discours et des choses qui vous alertent, je pense que le fait d'aller sur place, c'est indispensable. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit aujourd'hui, évidemment, le Grand Nord qui est dans une situation de péril absolu. Si la planète se réchauffe entre 2 et 5 degrés à l'horizon du siècle, pour le Grand Nord, ça va être entre 6 et 10. C'est-à-dire que c'est plus qu'un bouleversement, c'est une révolution absolue de l'ensemble de la vie, des aspects physiques et des aspects vitaux de cette partie du monde. Ça veut dire bien sûr la fin de la glace d'été très bientôt, qu'on nous annonce entre 2020 et 2030. La fin de la glace d'été, c'est des conditions tout à fait calamiteuses, voire mortelles pour les grandes espèces, celles qu'on connaît, celles qu'on aime, celles que nos enfants ont en plus dans leur lit, les baleines, les ours, les morses, qui dépendent directement de la banquise. Mais c'est aussi, et c'est peut-être encore plus important, l'ensemble de la biodiversité marine. Vous savez que, à part ces grands mammifères marins, l'ensemble des autres organismes marins sont poikilothermes, c'est-à-dire qu'ils ont leur corps à la température du milieu extérieur, c'est-à-dire qu'ils dépendent directement du milieu extérieur, et que là, on voit déjà des bouleversements considérables. On voit déjà, en matière de pêche, les espèces qui remontent vers le nord. Pour les poissons, c'est aux environs de 50 km par décennie. Pour le plancton, ça va jusqu'à 470 km par décennie. Or, le plancton, c'est la base de la vie dans la mer. Donc, le fait que le plancton bouge, se modifie, se transporte, implique immédiatement une transformation extrêmement importante de toutes les biocénoses et de tous les organismes vivants qui vivent dans la mer. Et en quoi ça nous concerne ? Je vais prendre juste un seul chiffre. Aujourd'hui, uniquement les pêcheries de morue et uniquement en mer de Barents, c'est quand même 2 milliards d'euros. Donc cette pêcherie-là, ben voilà, elle est directement en danger dans les 5, 10, 15 prochaines années. Donc ce n'est pas à très long terme, c'est vraiment très bientôt. Donc c'est vrai que la modification aujourd'hui, elle va là-bas très vite et elle préfigure finalement ce qui petit à petit va arriver sur l'ensemble de la planète. Qu'est-ce qu'on a aussi comme conséquence et qu'on a vu et dont on a pu discuter avec les scientifiques, qui est une sorte de bombe climatique au fond, c'est la fonte des sols gelés et le fait que le méthane qui est aujourd'hui capturé solide dans le fond des mers est en train, petit à petit, à cause du réchauffement de l'océan, est en train de sortir dans l'air. Or, le méthane, c'est un très très puissant gaz à effet de serre, vous le savez tous, plus de 20 fois supérieur à celui du CO2. Des quantités de méthane stockées dans le fond des mers et dans le sol gelé des terres arctiques, il y en a des centaines de millions, des milliards de tonnes. C'est absolument impressionnant. Donc, la déstabilisation du Grand Nord, elle est extrêmement importante pour nous parce que
elle va accélérer considérablement la déstabilisation de l'ensemble du climat. Elle va accélérer cet échauffement du climat et la question des gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que quand on est revenu de cette sorte d'enquête que nous avons menée tous les deux, on n'était pas très optimiste sur l'évolution des choses, d'autant plus qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme phénomène qui se met en route? Qu'est-ce que ce réchauffement climatique permet? Il est en train de permettre d'aller exploiter encore plus les ressources fossiles, et en particulier les ressources fossiles sibériennes. Donc il est en train de permettre d'augmenter encore les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation des ressources fossiles. Donc c'est vrai qu'on voit là tout le caractère néfaste de ces boucles négatives sur le climat qui passent par l'homme, qui passent par l'exploitation que fait l'homme de sa planète et qui sont aujourd'hui plus qu'une menace. Et de l'évolution du Grand Nord dépend une grande partie de l'évolution du climat dans nos pays européens, et donc y compris des questions agricoles et des questions économiques. Ce qui me frappe, merci. Ce qui me frappe, c'est que, regardez, le mot qui est commun à tous les intervenants de ce début de table ronde, c'est le temps. Le temps de la négociation avec Christian, le temps à la fois de Monique et de Jean, et le temps, ce que disait Isabelle. Nous avons dans la langue française le même mot pour dire deux choses différentes. C'est le temps des horloges et le temps qui fait. Et on s'aperçoit que le réchauffement, c'est ça. C'est à la fois la dégradation des horloges et la dégradation du climat. Et c'est intéressant qu'il y ait la même chose dans cette langue particulière. Je voudrais qu'on continue notre discussion dans ce premier round de notre discussion avec Christian de Pertuis, qui est à la fois professeur d'économie et romancier, ce qui n'est pas contradictoire, car c'est un de nos premiers romanciers du climat. Et donc, et on sait qu'il a un attachement particulier à la lutte contre le carbone, mais pas seulement. Alors, je voudrais lui passer la parole maintenant en tant que doublement confrère, en tant qu'enseignant d'économie et romancier. Merci Eric. Bon, je suis quand même très très loin derrière toi pour les romans. Moi, je vais vous parler d'économie. Et je reviendrai sur le slide qui a été présenté par le Dr Pachauri, qui nous montre l'accélération des émissions de gaz à effet de serre depuis 2000. Notre économie réelle, aujourd'hui, fait des arbitrages en fonction des prix, et ces prix conduisent à augmenter dramatiquement les émissions de gaz à effet de serre par les choix que ces prix conduisent à faire dans le système énergétique mondial. C'est quoi les prix? Les prix qu'on a aujourd'hui dans les marchés énergétiques, c'est les prix du carbone qui sont sous nos pieds. Le charbon, le pétrole, le gaz, et quelques difficultés d'acheminement et de cartel, mais c'est ça que donnent les prix de l'énergie. Et la valeur du climat, la valeur que nous accordons collectivement au climat, mais elle vaut zéro, ou quasi zéro. Notre économie fonctionne avec des règles dans lesquelles nous n'avons pas intégré la valeur du climat. Et moi, ce que je pense, c'est que tant qu'on n'aura pas trouvé moyen de traduire cette valeur du climat dans l'économie, ça va continuer. Et Isabelle l'a dit. Isabelle nous l'a dit. La fonte de l'Arctique offre de merveilleux débouchés aujourd'hui pour les gens qui vont aller chercher quoi? Du pétrole, du gaz. Et s'il y en a, on prendra du charbon. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'un changement complet des règles de l'économie avec un changement du système de prix. Changement du système de prix, ça veut dire introduire un prix du carbone, mettre un coût à chaque émission de tonnes de CO2. Et moi, ce que j'attends en premier lieu
de cette grande conférence de Paris, qui doit, je le rappelle, déboucher sur un accord qui rentrera en vigueur en 2020. Moi, j'attends fondamentalement que cette conférence change véritablement la donne sur la tarification internationale du carbone. Et je voudrais juste indiquer deux choses. La première, c'est que tant que nous n'avons pas une tarification internationale du carbone, ça veut dire tant que nous n'avons pas un mécanisme qui va mettre un coût aux émissions de gaz à effet de serre, où qu'elles se produisent dans le monde, on n'aura pas les bons signaux. Et donc, évidemment, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique vont se développer, mais je reviens à ce que vient de dire Éric, le basculement ne se fera pas assez rapide. Vous allez mettre 20 ans, 30 ans, 50 ans pour sortir les fossiles. On n'a pas ce temps-là. Jean Jouzel, docteur Pachouri nous disent on n'a pas ce temps. Donc moi je pense que ce qui va permettre d'accélérer le temps dans l'économie, c'est une tarification internationale du carbone. Et ça c'est le premier point, c'est cette tarification internationale du carbone, c'est mettre la valeur que nous accordons au climat dans l'économie réelle. Deuxième point, et je crois qu'il est très important, notamment pour les négociateurs. Monique Barbu nous dit vous avez un potentiel absolument inimaginable. Tous ces terres qui se désertifient, ces petits agriculteurs, et on n'a pas les moyens de... Bon. Si vous mettez un prix international du carbone, je fais une image très rapide. Aujourd'hui, on émet à peu près 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Si je tarifie à 20 $, ça fait 1000 milliards. Oui, 1000 milliards. Je crée une valeur de 1000 milliards dans l'économie mondiale. Si je mets une tarification du carbone même à un niveau faible, au niveau international, je peux assez facilement financer mes 100 milliards de dollars par an, qui sont aujourd'hui une pomme de discorde absolue dans la négociation internationale. À chaque round de négociation depuis Copenhague, on commence par un face-à-face dont on ne sort jamais. Où sont nos 100 milliards? Et Christian Masset nous l'a dit. On va peut-être arriver à 10 milliards, pas par an. Hein, 10 milliards... bon. Donc, si on met en place une tarification internationale du carbone, la vraie question qui se pose, c'est comment on répartit cette tarification et comment on redistribue cette tarification. Par parenthèse, je fais une petite parenthèse, c'est exactement le même problème lorsqu'on met une taxe carbone en France. Le vrai problème, ce n'est pas de mettre une taxe carbone, c'est de savoir comment est-ce qu'on va répartir le produit de la taxe et qu'est-ce qu'on va faire de la taxe. Hein, ça fait 4 milliards hein, qu'on va avoir dans le budget l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait de ces 4 milliards? C'est ça la vraie question politique. Et c'est la même question qui se pose au niveau international. Moi, je pense que si on trouve les moyens de mettre en place un système de tarification internationale, on va les incitations qu'on envoie aux acteurs économiques et on crée une ressource qui permet de redistribuer vers les pays moins avancés qui, évidemment, ont un besoin dramatique de ces ressources et qui, évidemment, doivent être prenantes pas en souffrant, mais en puissant accéder à de nouvelles formes de développement. Donc, pour essayer de traduire cette idée d'utilité du prix du carbone de façon redistributive, nous avons fait quelques travaux à la chaire économie du climat sous la forme, l'image passe bien en France, d'un bonus-malus international du carbone qui permettrait, en gros, aux pays riches de payer un malus et de redistribuer automatiquement ce malus sous forme de bonus aux pays les moins avancés et les moins émetteurs. Merci Christian. Alors, après avoir été sur Terre, après avoir été sur mer, après, en continuant à être dans le temps, nous allons maintenant aller dans le ciel. Alors, je ne sais pas quand le film, ça y est, donc le film va être lancé. Et après, je présenterai son auteur qui a une triple origine, une origine paternelle, une origine maternelle comme tout le monde, mais une origine de bande dessinée. Car l'auteur du film qui tarde à venir, et je peux tenir, ne vous inquiétez pas, le micro pendant aussi longtemps que le film ne viendra pas, dépend, c'est le fils de Tournesol.
To go far into the future, some stories have to start way back in the past. Never before has a single family conquered, explored, and invented as much as the 3 Picard generations. They have written history. But what about today? Is it still possible to write history? How can we live those same emotions again in the 21st century? What is still there to inspire the next generations? Today, Bertrand Piccard and André Boschberg have teamed up to build the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night without fuel, and take it around the world on solar power by 2015. A challenge considered impossible by many specialists. With scientific exploration, I want to inspire others to also achieve the impossible, thanks to pioneering spirit. Bertrand Piccard, explorer and psychiatrist, wants to demonstrate how new technologies and pioneering spirit can bring a significant contribution to a more sustainable world. I know that dreams fuel innovation. And I also know that human commitment and new technologies can really change the world. André Boschberg, engineer, entrepreneur and professional pilot, leads the technical team who build the most incredible airplane of its time. Together with technical partners and mission specialists, he develops the strategies for the flight around the world and achieves the first day and night solar flight. In the Alpha, you have a tail wheel lift-off. You have a main wheel lift-off. 1 meter, 2 meters. So much needs to be done in order to offer a safer world to our children. Nowadays, the new challenges concern environment, energy, and ecology. Our world desperately needs new solutions to reduce the negative impact of human beings on the delicate balance of nature. If you have a message you want to get out, you need to have a weapon like this aeroplane to get the message out of the need to try to power our world on clean energy. But for this, we need political courage and pioneering spirit. Inspiring generations, bringing innovative solutions to the challenges of humanity. Inventing a brighter future. It's amazing, just amazing. It's the beginning of a revolution. This engineering marvel touches on 4 really critical areas for the Department of Energy. These are examples of the technologies that will make 10 years from now look just as different as it does when we look back 10 years and see the enormous changes that we've had.
Behind every achievement, men and women have dedicated their passion and their courage to write the most incredible pages of the history books. They have invented the future by going beyond the frontiers of certainties. They have trusted in the power of their dreams, and their visions have changed the world. In the footsteps of these great pioneers, will Bertrand Piccard and André Boschberg succeed in their attempt to achieve the first ever solar flight around the world? Will Solar Impulse 2 make it across continents and oceans without a single drop of fuel? Or is the challenge too high? Here again, the spirit of exploration has a role to play if we want to change the world. And you can be a part of it. Merci. Alors, vous savez déjà que Bertrand est l'arrière-petit-fils de Tournesol, je le disais au lancement du film. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est que Bertrand Piccard est psychiatre. Normalement, les psychiatres soignent les névroses ou les psychoses des êtres humains. Lui, il va plus largement puisqu'il soigne les névroses et les psychoses de la planète tout entière. Donc, il n'est pas seulement aéronaute, mais c'est une sorte de méga et solaire psychiatre. Donc, c'est à lui et tous ces personnages réunis en une seule personne que je passe la parole. Merci Eric et bonjour à tous. À quoi est-ce que ça sert de faire un tour du monde avec un avion solaire? En fait, pour nous, dans notre équipe, ça montre que nous pouvons aujourd'hui accomplir des choses incroyables, des choses a priori impossibles, sans aucun carburant fossile, uniquement avec des énergies renouvelables. Et c'est cette notion-là qui me paraît fondamentale à développer. Parce que si on fait un petit retour en arrière, on voit qu'en 1992, le monde a pris conscience du développement durable et des changements climatiques. En 2002, le monde a pris conscience des buts à atteindre. Aujourd'hui, le développement durable n'a pas beaucoup progressé, les changements climatiques, eux, ont beaucoup progressé, et les discours dans le monde sont restés les mêmes. On continue, dans toutes les grandes conférences internationales, à nous dire la même chose qu'il y a 10 ans, que les changements climatiques sont un gros problème, que ça coûte très cher, qu'il faut trouver des moyens, qu'il faut limiter le réchauffement à 2 degrés, que si on ne le fait pas, les océans vont augmenter. Ça fait 10 ans qu'on le sait. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Nous avons perdu la population. Nous avons perdu la population qui a pensé que le problème était trop énorme, que c'était totalement inaccessible, que c'était beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, on a créé du pessimisme au lieu de créer de l'enthousiasme pour les solutions. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a des solutions rentables, enthousiasmantes, qui créent des emplois pour atteindre les buts. Votre solution, Monique Barbu, c'est la première fois que je l'entends. Je trouve remarquable. J'aimerais qu'on vous entende beaucoup plus. Ensuite, il y a des solutions dans les énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables, on est tous convaincus dans cette salle. On est tous convaincus. Mais que disent nos adversaires? Nos adversaires disent « ça ne suffira jamais pour donner assez d'énergie à la planète ». Et c'est vrai. C'est vrai parce que nous oublions le côté de l'efficience énergétique. Nous oublions qu'avec des technologies propres aujourd'hui, on peut diviser par 2 la consommation énergétique de la planète et produire la moitié de ce qu'il nous resterait à produire avec des énergies renouvelables. Solar Impulse est une illustration de ça. Si Solar Impulse n'avait pas une efficience énergétique extraordinaire, le soleil ne suffirait jamais pour le faire voler jour et nuit. Alors qu'est-ce que nous voulons promouvoir? Nous voulons
finalement, et c'est ça notre message, et c'est ça que j'ai envie de transmettre ici, c'est que nous voulons que les gouvernements prennent les mesures légales nécessaires pour remplacer les anciennes technologies polluantes et peu efficientes par des nouvelles technologies propres, efficientes et rentables. Si les gouvernements prennent cet engagement-là, une conférence comme celle de COP21 va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre parce que tout le monde sera enthousiasmé par les résultats possibles de ces solutions plutôt que simplement se battre sur les buts à atteindre, parce que sinon, en 2022, on sera toujours en train de se poser les mêmes problèmes. Merci, merci Bertrand, merci. Merci. Je note une phrase qui est particulièrement belle, donc particulièrement pertinente, à propos de l'efficience. Si on n'a pas l'efficience maximum, et là on a des représentants à la fois des scientifiques, mais aussi des entreprises, des petites, des grandes, des moyennes, et qui sont tous des acharnés, des chevaliers de la solution. Si on n'a pas d'efficience, écoutez bien, réécoutez bien la phrase de Bertrand, le soleil ne suffirait jamais pour voler jour et nuit. C'est vraiment du niveau syntaxe, là. Hein. J'étais déjà jaloux pour des tas de raisons de vous, mais là, ça devient insupportable. I would like to give the floor now for 5 minutes to President Pachauri. If you could tell us some little things about what you have heard so far. Well, I'm deeply encouraged to hear all that's been said by the distinguished panelists. The only point I'd like to make is that we don't have the luxury of time. And therefore, I think solutions like what we've just seen with the solar impulse certainly require imagination, require determination, but they also show that things can be done. At the other end of the scale, I had mentioned the fact that there are 1.3 billion people who have no access to electricity. They've never had a light bulb in their homes. Now you could say, well, they can burn kerosene, they can get some light in the darkness. That kerosene also pollutes their lungs, gives them sickness. But on the other hand, you can come up with market-based solutions by which their lives can be transformed. And my submission is that if you look at where we are heading, and if we set ourselves the goal of not having an increase in temperature beyond 2 degrees Celsius, then it's very clear that if we don't take action, the IPCC fifth assessment report has clearly pointed out that by September 2050, under some scenarios, you could have the Arctic Ocean without any sea ice. Can you imagine that major change? The ocean that has always been covered with ice in the month of September, by the middle of this century, may have absolutely no ice at all. We also know that, as we have been reminded, the threat to biodiversity is increasing very rapidly. And frankly, even with a 1 degree increase in temperature, there would be certain species that would be threatened. So there's a reason for concern over there. I also want to mention that the 2 degrees Celsius target requires a certain scenario by which we reduce emissions of greenhouse gases. But even with that scenario, by the end of the century, we would get sea level rise of 26 centimeters to 55 centimeters. So let us say we end up somewhere in the middle of this range, say 40 centimeters. That's really bad news, sir. You've just been to Bangladesh. That's a country that I'm deeply concerned about. What about the small island states? What about the large areas which are low-lying coastal locations, even in North America? I mean, cities like Miami, Florida, New Orleans, we have seen what's happened over there. So I think we must realize that there's no part of this planet that will not be affected by the impacts of climate change. On the other hand, we have solutions which are attractive. If we implement them, we find that the costs are coming down significantly. The point that was made earlier is that the benefit
of renewable sources of energy is that you would have price stability. And if anything, prices will come down. You can't say that about a lot of fossil fuels. The market for fossil fuels is something that really cannot be predicted. I want to tell you, I got into the business of environment, climate change by studying energy policy decades ago. And I studied the global oil market soon after the oil price shock. And I brought out a book on the basis of my study, which was published by Johns Hopkins University Press. It was called The Political Economy of Global Energy. I predicted that oil prices would increase further. But what happened in 1985, prices crashed. And you can imagine what happened to the sales of my book. They also crashed. So the point I'd like to make is that with renewable energy, you know which way prices are going. They'll go downwards. Economies of scale, technological innovation, and therefore, we just need the imagination, we need the vision, and I think the IPCC special report on renewable energy clearly tells us, on the basis of several scenarios that have been assessed, that we have this unique opportunity. The cost of inaction is very, very high, and it'll get much higher. The cost of action will become much lower as time goes on. So the choice is very clear, and I think human society has to exercise that choice with wisdom. Thank you very much for this opportunity. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un point majeur que vous avez mentionné, c'est le fait que les dérèglements climatiques touchent tout le monde. Ce n'est pas des maladies qu'on peut cantonner d'un coin perdu de la planète. Ce n'est pas des drames de la pauvreté, etc. Ça, c'est le premier point qui m'a énormément frappé. Et quand vous dites que c'est aussi difficile de vivre s'il y a des vrais dérèglements climatiques dans les Soundarbanes au sud du Bangladesh qu'à Miami, vous faites avancer d'un point majeur, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire, il y a une solidarité climatique. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, ce que je voudrais vous demander à chacun, c'est en 1 minute, c'est évidemment très, très bref, beaucoup trop bref, très frustrant, mais de dire ce que vous voudriez qu'on retienne et qu'on puisse permettre à Christian, qui est négociateur en chef adjoint, on peut dire, de rassembler dans sa pesace. Alors Isabelle. Oui, non, moi je crois que si, à écouter les uns et les autres, ce qui me paraît vraiment important, et tu viens de le souligner, c'est cette solidarité mondiale. Avant d'être française, européenne, je suis avant tout citoyenne de la planète, c'est-à-dire que je dépends de cette planète dont, encore une fois, un des acteurs majeurs est le climat. Et si nous n'avions pas eu, nous les hommes, un climat relativement stable depuis des dizaines de milliers d'années, petit à petit, nous ne serions pas arrivés là où nous sommes. Et je crois que vraiment, c'est pour ça que le climat doit être absolument sur le dessus de l'agenda par rapport à tout le reste des autres préoccupations. Et Dieu sait si nous en avons aujourd'hui. Mais je pense que la question climatique, à la fois pour la biodiversité, je le disais tout à l'heure, pour l'économie, pour la vie des gens, pour non seulement le bien-être, mais la survie des populations, je crois que le climat doit aujourd'hui être l'acteur majeur et la préoccupation majeure que nous ayons tous. Merci. Christian. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mon voisin de gauche. Il faut sortir de cette répétition des futurs catastrophistes et dire, effectivement, les solutions, elles sont là, vous le montrez. D'une année sur l'autre, on voit que vous êtes plus nombreux, que vous faites beaucoup plus. Bon, simplement, je pense qu'il y a un déclic. Il y a un déclic qui manque. Pour moi, le déclic, c'est le prix du carbone. Et je suis convaincu que dès qu'on aura mis en place ce déclic, on va se rendre compte que c'est beaucoup moins cher que tout ce qu'on imagine. Parce que, si vous regardez bien, ce qu'on appelle le coût de l'action, c'est quoi? C'est de l'investissement, c'est de l'innovation, c'est aller traiter différemment les terres. Donc tout ça, en réalité, ce n'est pas des coûts, c'est des investissements. Donc moi, je pense qu'on n'est pas très loin de basculer. Simplement, il y a le petit déclic qui manque. Et pour moi, économiste, le petit déclic, c'est mettre la valeur de l'atmosphère dans l'économie. Merci. Bertrand.
Je pourrais faire une grande envolée lyrique sur la beauté de la planète vue du ciel, mais ça ne servirait à rien. Parce que quand on dit aujourd'hui que les changements climatiques vont détruire l'humanité, à quelqu'un qui doit prendre sa voiture pour aller au travail, ça ne changera rien. Il prendra sa voiture pour aller au travail. Si on en parle à un industriel qui doit payer 100 000 salaires à la fin du mois, il sera obligé de continuer de la même manière pour payer ses salaires à la fin du mois. Donc on voit que l'impératif de court terme dans lequel nous sommes est une prison terrible. Donc on a besoin de sortir sur un plan plus méta, plus global, plus général, pour implémenter les solutions. Et là, il y a un conflit qui est très clair. Les gouvernements disent que c'est à l'industrie de développer ces technologies et de les mettre sur le marché parce qu'on est dans un marché libre. Et que disent les industriels? Ils disent, en raison de la distorsion de concurrence, nous sommes obligés d'avoir des normes légales qui viennent des gouvernements pour savoir dans quel domaine investir, parce que si on se trompe de domaine d'investissement et que la loi change plus tard, ou que le cadre légal n'est pas stable, on fait faillite. Donc c'est pour ça que j'appelle vraiment tous les industriels et toute la population à encourager les gouvernements à mettre le cadre légal qui permette de remplacer les vieilles technologies polluantes par les nouvelles technologies propres, efficientes, qui permettent d'économiser de l'énergie, qui permettent de produire de l'énergie renouvelable. Ça, c'est une démarche où tout le monde est sur le même niveau, sans aucune distorsion de concurrence, et où tout le monde pourra enfin récolter les fruits financiers, le profit, le bénéfice de ces investissements et de ces solutions. Le climat, par voie de conséquence, sera sauvé. Et non, il est impressionnant, vous voyez ce que je vous disais, il n'est pas seulement psychiatre ni aéronaute, aussi manager. Monique. C'est très dur de parler après lui, hein. Je veux dire, c'est pas très sympathique c'est un être de faire ça. insupportable, il faut Oui. bien le savoir. Bah, moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que d'abord, il faut un accord juste, c'est-à-dire un accord qui inclut tout le monde. Deuxièmement, il faut sortir de l'incantation. Je veux dire, enfin, on connaît tous les problèmes, les questions. Sortir de l'incantation, ça veut dire effectivement donner un cadre légal, parce que s'il y a un cadre légal, il y aura un signal prix. Je ne suis pas pour un prix imposé, mais de la même façon que le seul moment où on a vu le marché du carbone véritablement exister, ça a été lorsqu'on pensait que le protocole de Kyoto allait vivre. De la même façon, si on veut qu'il y ait un prix du carbone, il faut qu'il y ait un accord contraignant. Et le problème, c'est que cet accord contraignant ne doit pas se faire à l'économie. Sinon, je ne vois pas d'autre choix que d'imposer des taxes aux frontières européennes, qui est à peu près le seul continent à avoir pris des mesures importantes, et au travers une taxe carbone aux frontières européennes, retrouver la compétitivité que sinon nous allons perdre de façon dramatique. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire à titre personnel, je suis tout à fait disposé à être votre relais, votre porte-parole, votre stagiaire sur la question de la dégradation des terres, qui me semble absolument clé. Et je vais redire, remettre l'accent sur ce que a dit le docteur Pachauri, c'est qu'il y a peut-être le tiers de la planète qui n'a pas d'énergie. Le tiers de la planète n'a pas d'énergie. Écoutez ce que ça veut dire en termes de biologie, en termes de vie, ne pas avoir accès à l'énergie. On comprend quand on dit on n'a pas accès à l'eau. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à la vie. Ben, l'énergie, c'est pareil. Une cellule, elle a autant besoin d'eau que d'énergie. Et donc, imaginez ce que c'est. Je reviens une fois encore d'Afrique. Eh bien, le tiers de continent n'a pas accès à l'électricité. Donc, c'est aussi ça l'affaire. Je voudrais quand même me permettre de rajouter quelque chose. On a tous entendu parler de Boko Haram, des problèmes qu'il y a autour du Nigeria. Je voudrais simplement, justement, pour un peu montrer ce que j'essaye d'expliquer, le lac Tchad, c'est un lac qui faisait à peu près 24 000 km² en 1960. Aujourd'hui, on en est à 1600 km². Dans le même temps, on parle tous ici des immigrés qui arrivent d'Afrique. L'année 2012, par exemple, juste sur l'année 2012, 1,4 million d'Africains ont migré vers l'Europe
à cause des problèmes d'aridité et de dégradation de leurs terres. Mais dans le même temps, 7 millions d'Africains ont migré vers le lac Tchad, pour les mêmes raisons, parce que c'est un des rares endroits où il y a de l'eau. Comment voulez-vous faire face à maintenir une sécurité mondiale lorsque vous avez de tels déséquilibres humains qui se créent? Et c'est ça, pour moi, la principale conséquence immédiate des problèmes climatiques. Parce que ceux-là, ils ne vont pas attendre 50 ans. Ce n'est pas dans 30 ans, c'est aujourd'hui qu'on voit les dérèglements sociaux et politiques se faire part. Plein accord, plein accord. Jean? Oui, je vais emboîter le pas à Isabelle. Je crois que c'est sûr, c'est certain que le développement de nos civilisations a largement bénéficié de la stabilité de notre climat depuis 10 000 ans. Or, que sommes-nous en train de faire? 4-5 degrés d'ici la fin du siècle, ce sont les jeunes qui sont dans le cours d'école. C'est l'équivalent entre le dernier maximum glaciaire en termes de température moyenne de la planète et le climat actuel. Et ceci a pris des milliers d'années. Donc, on voit bien que cette déstabilisation du climat est très dangereuse pour le développement de nos civilisations, c'est très clair. On a aussi beaucoup de conséquences, comme l'acidification de l'océan, si rien n'était fait, doublement de l'acidité de l'océan, des sécheresses à répétition. Mais j'aime bien terminer sur une note plus optimiste et rappeler ici Patxi l'a évoqué, le rapport sur les énergies renouvelables du GIEC. Eh bien, en termes de potentiel, j'aime bien redire le chiffre, c'est entre 27 et 77%, mais disons que la moitié de notre énergie, et quand on parle d'énergie, là on parle d'électricité, de chaleur, de carburant, pourrait et devrait, je l'espère, et sera, je l'espère, fourni à horizon 2050 par les renouvelables. Ça, c'est un objectif tout à fait possible si les investissements sont dirigés de façon ciblée sur ces développements du renouvelable. Et je crois que c'est indispensable, effectivement, pour maîtriser le réchauffement climatique. Merci Jean. Christian, pour finir, puisque c'est le... I just want to make a brief comment. I think it's extremely important to mobilize the youth of the world, because I think if we want change, they are going to be at the vanguard of change. They will be right in front. And I've decided that I'm going to spend the rest of my life trying to inform the youth of the world. And I hope in conferences like this, we get at least 20% young people who come here, because they are going to bring about the change that we need. Thank you. Thank you. Christian? Merci, c'était un panel absolument passionnant et je transmettrai tout ce qui s'est dit à Laurent Fabius et aussi à Laurence Tubiana, qui est celle qui donc assure la conduite des négociations auprès de Laurent Fabius. Je retiens plusieurs choses donc, de toutes ces interventions qui ont toutes été vraiment passionnantes. La première chose, c'est le temps. Nous n'avons plus le temps. L'action, c'est véritablement maintenant. C'est très clair, je n'y reviens pas. La deuxième chose, c'est un problème, le climat, c'est un problème global, c'est même l'archétype du problème global, mais qu'il recouvre une extraordinaire diversité de situations. Et ça a été très bien dit, on a parlé de la désertification, de problèmes dans le nord, le Bangladesh, etc. Et c'est toute la difficulté justement de pouvoir répondre à chacune des situations particulières, à prendre en compte cette diversité, ces circonstances nationales, et aussi les capacités de chaque pays donc à y faire face. Et donc ça, c'est un point sur lequel nous serons extrêmement attentifs, ce qui veut dire qu'on ne peut pas enfermer les pays dans 2, 3 ou 4 catégories. Il faut vraiment regarder cela à chaque fois et, comme ça a été très bien dit, ne pas laisser les pays au bord de la route, laisser aucun pays au bord de la route. La troisième chose, c'est sur les financements. C'est une question absolument cruciale. On sait que c'est une demande très forte, notamment bien sûr des pays en développement. Il va falloir énormément de travail parce que tout le monde va devoir s'y mettre. Et le prix du carbone, évidemment, c'est essentiel.
D'abord, avant le prix du carbone, il y a ne plus subventionner les énergies fossiles. Il y a encore un certain nombre de subventions qui existent pour les énergies fossiles, les travaux qui ont été menés depuis plusieurs années, notamment au sein du G20, mais il faut que ça cesse. Et puis le prix du carbone, l'Europe, nous avons mis un prix du carbone, des régions, des villes ont mis des prix du carbone. Il y a 1000 façons en fait de mettre des prix du carbone. Arriver à un système global et parfait, je crois que ça sera très difficile. Mais il faut trouver un ensemble de solutions justement pour mettre un prix du carbone, mais c'est tout à fait important. Et derrière cela, il y a aussi la question des financements innovants. Il faudra beaucoup travailler sur les financements innovants donc pour mobiliser ces 100 milliards. Et puis après, donc, il y a les solutions. Donc pas d'incantation. Un des éléments positifs, parce qu'il y a et qui sont une distinction par rapport à ce qui s'est fait auparavant, c'est que pour les contributions nationales dont j'ai parlé, c'est pas simplement de dire je vais faire prendre tel objectif, c'est aussi d'expliquer comment on va y arriver. Quelles sont les politiques publiques qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est pas de l'incantation, c'est du concret. Et donc c'est ce que nous allons demander, c'est ce qui a été demandé pour les contributions, et nous allons donc voir ce qu'il y a dans les contributions qui vont arriver d'ici les prochaines semaines. Et puis après, il y a la deuxième innovation aussi dans la préparation de cette conférence climat, c'est cet agenda des solutions pour répondre justement à M. Picard. Cet agenda des solutions, vous avez montré justement ce que vous êtes capable de faire, et vous avez montré et dit qu'en fait, ça dépend vraiment du volontarisme, de l'énergie, de fédérer ces énergies pour montrer que ça, c'est possible et qu'au regard des objectifs politiques qui sont mis, des engagements des gouvernements, c'est possible et ça crée des emplois, ça crée de nouvelles perspectives, ça crée une société effectivement plus juste, aussi parce qu'on voit bien que souvent dans la mise en place de ces solutions, il y a des nouveaux modes de société, d'organisation, de management qui rendent aussi la vie, en fait, plus simple et qui peuvent aussi donc montrer que ce n'est pas simplement une économie bas carbone à laquelle nous souhaitons parvenir, mais c'est aussi une société, une vie où chaque individu est plus responsable de son destin. Merci. Merci beaucoup, merci. C'était un honneur de participer à ce débat avec vous. Je me sentais relativement actif, mais vous m'avez réveillé, je vais travailler plus. Merci, et donc à très bientôt. Merci Eric, merci mesdames et messieurs les intervenants pour ce point précis sur le climat. Il y a effectivement beaucoup de jeunes dans la salle, beaucoup de jeunes de moins de 25 ans. J'en connais certains, il y a pas mal d'étudiants qui sont là. J'espère que la feuille de route qui vient de leur être donnée leur donnera beaucoup de perspectives pour leur vie professionnelle, beaucoup de possibilités également pour leur vie professionnelle.